Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Simon, tu vas bien ? Et ça va très bien, merci Kevin. Et toi ? Très bien, merci. Merci de me recevoir chez toi, pour le coup. On est à côté de Chamonix. Pour donner le contexte, on s'est rencontrés juste avant le Covid. On avait fait une initiation avec ma copine de ski rando. C'était le premier guide qu'on avait rencontré. Et en fait, c'est marrant, mais à chaque fois qu'on faisait des sorties en montagne, il y a cette notion de mental qui venait. Et en fait, si tu veux, le podcast vient presque de ces sorties-là. Quand j'étais dans le dur, je me disais, tiens, ça joue vraiment au mental. Donc voilà, j'ai toujours voulu faire cet épisode avec toi. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle du risque en montagne, de la gestion de la peur, du stress, de la gestion d'un groupe. Et on va voir en fait tout ça sous le prisme d'un guide, parce que toi, ton rôle, c'est d'accompagner des personnes en montagne. Et j'ai à cœur de partager aussi ce que tu fais en montagne, puisque c'est pas forcément connu de tout le monde. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter, Simon ? Bien sûr, oui. Je m'appelle Simon, moi je suis pas du tout originaire de la montagne, je suis originaire de l'Est de la France, du Nord-Franche-Comté. Je viens pas forcément non plus d'une famille de montagnards, même si j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont amené skier dès l'enfance et qui m'ont fait découvrir un peu cet environnement. Et je suis guide diplômé depuis 2021 et je travaille comme guide depuis 2019 en tant qu'aspirant guide avant d'être diplômé. Et je suis installé donc dans la vallée de l'Arve, qui est un peu plus en aval de la vallée de Chamonix. Et donc je travaille majoritairement dans le massif du Mont-Blanc et à l'étranger aussi, et partout dans les Alpes et d'autres massifs. Tu reviens de Norvège, justement ? Je reviens de Norvège, oui, j'étais il y a 15 jours en Norvège, où on a fait un superbe voyage qui mêlait ski et voilier. Et en fait, notre voilier était un peu notre camp de base pour partir skier sur des îles où il n'y a pas de route, où personne ne va. Ouais. C'était assez exceptionnel. Ouais. Ça fait rêver. Donc en fait, l'idée, là, quand tu es guide dans ce cadre-là, l'idée, c'est que tu organises tout le voyage. Donc tu vas organiser autant la partie logistique que la partie montagne, sortie ski. Oui, alors il y a l'organisation en amont où je vais organiser un petit peu l'itinéraire, trouver le prestataire qui va bien pour le bateau notamment là, dans ce cas-là. Et après trouver les itinéraires sur place et puis sur le terrain, c'est vraiment le gros travail de guide, donc conduire des gens sur le terrain dans une discipline. Niveau conditions, c'était comment ? Niveau conditions, c'était changeant. Ok. On est arrivé, il y avait eu de la pluie très haut. Savoir que dans cet endroit-là, les montagnes culminent à 1600 mètres. On part de la mer avec les skis aux pieds. Nous, on a fait des sommets qui culminaient à 1200 mètres et en fait, il y avait plu à 1000 mètres. Donc, ce qui veut dire que la neige jusqu'à 1000 mètres avait pris l'eau. Derrière, ça a regelé. On a eu de la neige très dure. Pas des conditions de poudreuse comme on peut l'imaginer dans les pays du Nord, mais c'était quand même très intéressant et très enrichissant. Excellent. Je voulais faire cet aparté sur la Norvège parce que je savais que tu revenais là à peine. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le métier de guide, même si on en a une courte idée, et surtout comment on se forme pour devenir guide de haute montagne ? Alors, il me semble que tu es à la compagnie des guides de Chamonix, officiellement maintenant ? Oui, donc depuis cette année-là, je suis membre stagiaire, donc nouveau membre à la compagnie des guides de Chamonix. Le métier de guide, en gros, c'est conduire des gens dans cet environnement montagnard qui est un environnement spécifique par rapport aux risques qui sont liés à l'évolution dans cet environnement. Et à travers de plusieurs disciplines qui sont regroupées sous le terme alpinisme. Ok. Et en fait, ces disciplines, ça va être le ski de randonnée, ça va être l'escalade sur glace. Voilà. Et il y a aussi un volet canyon maintenant, Ok. qui est rattaché à la formation des guides. Et donc,
Quelle est la formation pour devenir guide? Parce que tout le monde ne peut pas, se proclamer, demain, guide. Non, Moi, je non, pourrais non. pas emmener un groupe demain en en faisant payer des gens, quoi. Non, non, en France, ça marcherait pas. Mmh. Donc c'est un diplôme d'État, OK. donc qui est régi par un arrêté. Il y a une école en France qui est l'ENSA, donc l'École nationale de ski et d'alpinisme, qui se trouve à Chamonix, qui a été créée en 1946 et qui voit passer environ 4000 stagiaires par an. Cette école, elle, dispense plusieurs formations. La formation de guide de haute montagne pour l'alpinisme, la formation des moniteurs de parapente, des moniteurs de ski et des pisteurs secouristes. OK, toi, tu as fait donc la première formation Ouais, de guide de alors, haute montagne? elles sont pas forcément dans l'ordre, hein, mais ouais, moi j'ai fait la formation, de guide de haute montagne, Mmh. donc le diplôme d'État d'alpinisme. Et tu as toujours voulu faire ça? Non, non, pas du tout, ça m'est venu petit à petit, ado, j'ai fait beaucoup d'escalade Mmh. et donc l'escalade est un tenant, assez important de l'alpinisme et puis, j'ai plongé dans la littérature alpine, j'ai rencontré des guides qui m'ont un peu donné le goût et qui m'ont un peu inspiré OK. et c'est comme ça que je me suis tourné vers l'ENSA donc, je suis rentré, j'ai réussi le probatoire en 2018. OK, donc c'est sur concours? C'est un examen d'entrée, ouais. OK. En fait, la formation, pour y accéder, il faut réussir l'examen d'entrée qui se décline en plusieurs phases. Il faut avoir fait une préparation en amont, ce qu'on appelle la liste de courses. Mmh. En fait, il faut justifier d'une solide expérience en montagne et d'un fort niveau technique dans toutes les disciplines. Et en fait, cette liste de courses, elle te prépare un peu à ça. Donc, tu peux la faire en amateur avec des amis ou à travers des clubs, des équipes. Voilà, moi, j'ai eu la chance de faire partie des équipes du club alpin, des équipes jeunes, qui ne sont pas les équipes haut niveau, mais qui sont les équipes qui t'amènent vers le haut niveau. Voilà, après, moi, j'ai pas poursuivi, OK. mais Ça, c'était à quel âge? ça, c'était je devais avoir 20 ans, maintenant j'en ai 34. OK. Voilà. Donc oui, OK. Tu as commencé, on va dire, tard parce que tu viens pas Moi, j'ai des Alpes. commencé assez sur le tard, ouais. Ouais. L'escalade, à l'adolescence, Ouais. le ski tout jeune, mais par contre, la haute montagne en soi, j'ai commencé vraiment sur le tard. En fait, c'est une activité qui te demande quand même d'être assez indépendant, autant financièrement que par la mobilité. Et comme je venais pas de cet endroit-là, pour moi, bah, c'était forcément toujours partir le week-end, Ouais. prendre la voiture, etc. Ouais, c'est des frais, quoi, c'est clair. Et donc, comment tu justifies cette liste de courses? Parce que c'est une question que je me suis déjà posée. C'est en fait, est-ce que c'est du déclaratif? Une personne qui peut vraiment vérifier que tu as vraiment fait certains sommets, tu vois? Ouais, alors cette liste de courses, en fait, il y a des critères. Tu peux pas faire n'importe quoi. Ensuite, quand tu remplis ta petite liste de courses là, pendant tes 3 années, tu marques un peu voilà, bah, ce que tu as fait, quelle est l'altitude, quelles conditions tu as rencontrées. Et il faut savoir qu'en fait, les professeurs à l'école, ils connaissent tout. Mmh. Et donc, ils peuvent très bien un petit peu te poser des cols ou te cuisiner sur les courses que tu as réalisées. Mmh. Et en fait, un stagiaire, un candidat en tout cas, qui n'a pas fait ses courses, il va vraiment avoir du mal à donner des détails sur l'itinéraire, sur les choses qu'il a rencontrées, tout ça, et ça se voit assez vite, ouais. Difficile de mentir, en fait, quand tu es vraiment pas passé par le tracé, on va dire, ou par la course, de Si t'es bon menteur, ça peut marcher, mais après, comme tout. ouais, c'est comme tout, hein. Mais c'est difficile. Et de toute manière, en fait, vraiment, cette expérience, en fait, elle te prépare à la formation que tu vas suivre. Donc, en fait, tu as très peu d'intérêt à mentir. Et puis au final, tu deviens pas guide je pense que tu deviens pas guide juste pour la médaille, tu le fais par passion. Donc, si tu veux cette liste de courses, bah, tu as le goût à aller en montagne avec tes amis, à Mmh. réaliser des courses, à vivre des belles aventures là-haut. C'est une passion, tu le fais naturellement, en fait, de toute Et façon. donc, ouais, ça peut être très contraignant. C'est très contraignant Mmh. parce que justement, il y a ces critères, il y a ces dates, il y a un peu ces deadlines, il y a un peu le stress de l'examen. Mmh. Mais en fait, quand tu es en montagne, tu oublies un peu ça, ouais. Ouais, ouais, je comprends. Tu parlais de stress de l'examen, c'est-à-dire parce que c'est une journée ou une semaine où tu vas devoir, prouver des choses à des moniteurs ou des En fait, enseignants? l'examen, il se décompose en 3 parties. Donc, tu as cet oral, cette liste de courses.
Ensuite, tu as la partie un peu hivernale, donc qui est composée maintenant d'une recherche d'EVA, donc ce qu'on appelle la recherche d'EVA, détecteur de victimes d'avalanche. Mmh. Les candidats, ils sont testés dans leur capacité à mener à bien un secours en cas d'avalanche. Tu as une épreuve de ski ensuite, OK. donc ça c'est pour la partie hivernale. Et quand tu réussis cette partie, tu as accès aux épreuves d'été qui sont l'orientation, l'escalade, l'évolution avec des crampons sur terrain glacé sur de la glace, Ouais. et l'évolution, ce qu'on appelle en terrain varié. Donc c'est dans des KO de blocs, tu as un parcours et tu dois montrer ton aisance dans ce parcours de OK. blocs. Attends, Et quel là, bloc quand tu marches, c'est-à-dire, par exemple, comme dans la mer de glace? voilà, en montagne, on est pas toujours sur des sentiers. Mmh. On est dans des endroits où il y a pas de sentier tracé, donc tu es amené à évoluer dans voilà, sur des terrains qui bougent, et donc ils regardent un peu ce qu'on appelle, le pied montagnard, tu vois? Est-ce que tu as OK. le pied montagnard ou est-ce que tu l'as pas? Forme d'agilité quoi sur, Voilà, ouais. l'agilité, exactement. OK. Et à l'issue de ça, donc aussi l'été, tu as une semaine où tu vas être en haute montagne avec d'autres candidats et des professeurs. Mmh. Et là, en fait, ils vont regarder un peu, bah voilà, si tes capacités techniques, tu arrives à les transposer en haute montagne sur le terrain, OK. et puis un peu comment tu t'adaptes. Ça, c'est vraiment toute la partie examen. Parce qu'en fait, ils attendent que les candidats, quand ils rentrent à l'école, aient déjà un fort niveau technique. La suite de l'enseignement, ça va être vraiment la conduite de groupe. Mmh. Conduire des groupes, prendre soin des gens, prendre des décisions par rapport au risque, analyser ce risque. Ça, on en a souvent parlé ensemble, dans des sorties, c'est que toi seul enfin, te gérer toi seul, en haute montagne et gérer un groupe, évidemment ça a rien à voir et finalement c'est le groupe qui te crée le risque, quelque part. Alors, Parfois c'est pas le quand groupe qui crée le risque, non. Non, non. OK. Enfin, je veux dire, le risque, un peu, c'est la résultante de comment tu vas négocier le danger. Mmh. Donc, en fait, en haute montagne, il y a des dangers qui peuvent être multiples. Un danger d'avalanche, une chute de sérac, une chute de pierre, le mauvais temps. Mmh. Et en fait, face à ces dangers, tu vas prendre des mesures qui peuvent aller de l'évitement. Voilà, je vais éviter ce danger, ben, je vais passer en prenant des précautions. Et puis, ben, quand tu corrèles les 2, danger et mesure, ben, tu as un peu ton niveau de risque qui en découle, quoi. OK. Et donc oui, en effet, sur des itinéraires, par exemple, très techniques, un groupe nombreux peut amener à prendre plus de risques. OK. Mais c'est pas le groupe en soi qui prend le risque, ça, Mmh. Ouais, ouais, carrément. En fait, c'est de toute façon, tu as ton groupe, c'est qui est un peu ton paramètre, de base et après tu essaies d'arranger autour, pour limiter justement ce risque-là, quoi. Ouais, alors ouais, du coup, là, on parle un petit peu de gestion du risque. Il y a plusieurs manières de gérer le risque, et en effet, bah, tu pars un peu de la demande qu'on t'a faite ou de ce que tu as proposé aux gens, Mmh. et par rapport à ça, bah, tu vas regarder un peu les conditions de la montagne, tu vas regarder les conditions du groupe. Est-ce que tout le monde est en forme? Est-ce que le niveau technique de chacun est adéquat par rapport à l'itinéraire que je choisis? Mmh. Et puis, oui, tu vas gérer, les différents risques par rapport à ça. Tu as eu des situations, où tu as eu vraiment eu peur déjà? Il y a eu plusieurs situations où tu as peur, ouais, 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 OK. ouais. Que ce soit en amateur. Quand je dis en amateur, c'est-à-dire pas dans le cadre professionnel, Mmh. pas avec, quelqu'un au bout de ma corde qui m'a payé pour faire ça. Mmh. Donc avec un ami, ou là, oui, et puis aussi dans le cadre professionnel, il y a des moments où tu as peur, ouais. Ouais, OK. ouais. Et tu as eu des exemples, en perso? Si tu as envie d'en parler, hein, tu pas Ouais, alors je peux en parler, oui, il y a des moments, hein, il y a des moments où tu as peur pour toi, il y a des moments où tu as peur pour ton groupe, des moments où tu te sens vulnérable. Heu, Moi, les moments où je me sens le plus vulnérable personnellement, c'est sur la neige. Parce que sur la neige, il y a très peu de moyens de s'attacher à la montagne, contrairement aux rochers. mmh. Donc tu es avec une ou 2 personnes sur ta corde, et donc toi, tu te dois d'être infaillible à ce moment-là. Parce que le croche-pied que va se mettre le client devant toi, c'est toi qui dois l'anticiper, c'est toi qui dois l'arrêter avant que ça dégénère et que tout le monde se retrouve en bas de la montagne. Mmh. Et j'ai déjà eu des pépins sur de la neige où bah, j'ai dévalé la montagne avec mon client au bout de la corde. Et puis heureusement,
pas sur une grande distance. Ouais. Heureusement, on s'est arrêté. Euh, et donc tout s'est bien fini, mais ça aurait pu se terminer bien plus mal. Ouais. Ouais, ouais, OK. Ouais, parce que tu peux, taper un rocher, Oui, bah, enfin, faut il peut se savoir que passer plein de choses, quoi. quand tu tombes dans ces pentes, tu prends de la vitesse. Donc après, ben, comment est-ce que tu t'arrêtes? Où est-ce que tu t'arrêtes? Faut imaginer que voilà, hein, des pentes Mmh. qui peuvent faire plus de plus de 100 mètres, plus de 300 mètres. Ouais. T'as même pas besoin de ça, hein. Mmh. Moi, en l'occurrence, c'était plutôt là, ce dont je te parle, c'était plutôt 50 mètres et puis assez raide. Et puis on s'est arrêté parce que j'ai eu le moment d'esprit de sauter en fait dans une crevasse qui nous a permis de nous arrêter avec le client, quoi. Ah oui, Sinon, on d'accord. finissait bien plus bas et bien plus mal, je pense. Ça a été difficile aussi de, alors, on est d'accord que le risque, tu vois, fait partie, de la haute montagne, notamment, mais ça va être dur de se relancer derrière aussi, parce que c'est quand même des micro-traumatismes, enfin des micros ou des traumatismes, à chaque fois et de se dire, bah, le lendemain, en fait, potentiellement, tu repars, pour une course, quoi. Comment tu gères ça, toi, tu vois, sur, Ouais, exactement, ouais. Alors, comment tu gères ça? Je pense que ces incidents, ils te construisent aussi. En fait, dans la communauté des guides, on a vraiment une culture du retour d'expérience qui s'accentue ces dernières années. Et en fait, ces retours d'expérience, donc qui peuvent être propres à chacun et le partage avec les autres te permet un peu je pense, de grandir, d'anticiper, d'être un peu, je vais pas dire meilleur, mais plus attentif à certaines choses. Mmh. Et, et en fait, ça, ben, voilà, c'est une erreur. Il y a des erreurs. Un guide n'est pas infaillible. On Mmh. peut, enfin, que ce soit un guide ou personne, de toute façon, hein. Mmh. Et en fait, de ces erreurs, ben, t'apprends. Des erreurs des autres, t'apprends. Malheureusement, des fois, c'est des accidents. Voilà. Des accidents qui finissent mal, ben, toi, t'apprends de ces accidents. Et ben, ça te permet de pas transposer la même chose, toi, quand tu es sur le terrain. Et donc ça permet de rebondir et puis d'y aller pas forcément, voilà, l'idée, c'est pas d'aller avec des œillères, mais en se disant: «Bah, OK, ouais, j'ai vu ça, moi, ça m'arrivera jamais», c'est pas ça, mais c'est de le garder dans un coin de la tête et en fait, quand tu es face à cette situation, de te dire: «Ouais, bah, là, il peut se passer ça et donc qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça se finisse bien, quoi?» D'ailleurs, dans la formation de guide, en fait, tu peux jamais anticiper, tous les risques, qui existent en montagne. Alors, tu as des risques principaux, j'imagine, mais c'est impossible, j'imagine, d'anticiper tout ce qui peut arriver en montagne. Comment vous êtes formés là-dessus? Tu vois, ça peut être, des risques d'avalanche, les chutes de sérac et cetera, mais il y a tellement de configurations et de paramètres, j'ai l'impression que faut surtout s'adapter sur le terrain, quoi. Oui, alors bien sûr, bah, la formation, elle est principalement sur le terrain, hein, de toute manière, Mmh. hein. Elle se passe principalement sur le terrain et oui, elle est aussi enrichie par l'expérience de professeurs qui sont eux-mêmes guides, qui ont eux-mêmes eu ont encore une carrière de guide. Mmh. Et donc, tu te nourris un peu de ça. Et après, les différents risques que tu vas trouver en montagne, en effet, tu as des risques que tu maîtrises pas, Mmh. qu'on appelle des risques objectifs. La chute de pierre, Oui. la chute de sérac. Quand je parle de sérac, c'est des falaises de glace qui, des fois, surplombent les itinéraires où on passe. Et puis, de manière aléatoire, bah, ça tombe, des gros blocs qui tombent. Mmh. Et donc, ça, en fait, le but de ces risques objectifs qui sont pas maîtrisables, bah, ça va être de les minimiser. Et après, de faire en sorte voilà, de choisir, OK, j'y vais pas. Ça, c'est aussi un grand sujet, quoi. Il n'y a jamais de risque zéro. Mmh. Il n'y a jamais de risque zéro. Et il faut parler aux gens. Et en fait, c'est dans la construction du projet que tu vas avoir avec les gens que tu vas un peu mettre ton curseur de risque. Voilà, Il y a tu des vas. personnes, plus ou moins, entre guillemets «dociles», alors je sais pas si c'est le mot, mais c'est le mot qui me vient. Il y a des personnes, à qui tu vas dire, «Bon là attention, moi mon avis c'est qu'il faudrait pas y aller», et d'ailleurs, tu vas plus ou moins quand même, l'imposer. Puis il y a des personnes, peut-être dans l'alpinisme, tu vois, où tu vas dire, «Cette course franchement, vu votre niveau, je la sens pas». Comment tu gères en fait, c'est de l'ego, tu vois? Certaines Ouais. personnes vont sentir un peu, Ouais, ouais, alors des fois, bah, ouais, t'as un vrai aspect psychologique à tout ça, hein. ouais, c'est ça. Mais en général, les gens, ils t'engagent pour ton expertise. Mmh. J'ai rarement eu de soucis avec des gens qui voulaient pas aller dans mon sens. OK. Là où j'ai eu le plus de soucis, c'est des erreurs de jugement de ma part, en fait. Mmh.
Tu vois, par exemple, tu parles de niveau, bah, voilà, est-ce que ces gens ont le niveau? Tu les connais pas, tu te fies un peu à ce qu'ils t'ont dit. Est-ce qu'ils sont en forme? Est-ce qu'ils ont des fois, ils te disent: «Oh, j'ai fait ça», mais c'était il y a quelques années et puis entre temps, ils ont plus la même forme Mmh. et donc ça, c'est je pense que c'est des erreurs que tu fais, quand tu es jeune guide et en fait, bah, voilà, ouais, comme je disais, t'apprends de ces erreurs et le but, en fait, c'est que ces erreurs, en fait, tu t'en rends compte assez rapidement pour adapter Mmh. t'adapter et puis, bah, soit renoncer, soit faire demi-tour, soit changer de plan. Ouais. Voilà. Après, tu parles de docilité. Non, j'ai jamais eu de souci avec des gens qui bon, tu as des gens qui t'écoutent pas, mais de toute façon, quand tu te rends compte que les gens ne t'écoutent pas, tu tu mets un terme à la course. Tu mets un terme à la sortie OK. et puis, bah, peut-être que c'est des gens que tu reverras pas, mais oui, en fait, que ce soit, avec des amis ou avec des clients, quand tu es en montagne, tu formes une cordée. Mmh. Et donc la communication, l'écoute dans cette cordée, elle est hyper importante, ouais. Ouais, ça Et donc me si elle est pas là, ça peut pas marcher. Ouais, ouais, complètement. Mais c'est marrant, tu sais, tu as beaucoup ça en entreprise, mais quand je vois beaucoup de parallèles quand on fait des sorties. En fait, il y a un gros côté management dans ce que tu fais, forcément, de gestion de tu vois, gestion de groupe. Oui, alors c'est marrant, tu vois, hier, j'étais avec une personne, qui travaille pour la recherche, pour le VIH aux États-Unis et donc c'est la première fois que je rencontrais cette personne et je lui donne un peu les règles de sécurité de base à suivre dans la journée et puis en fait, au cours de la journée, je lui en donne un petit peu plus par rapport aux endroits qu'on traverse Mmh. et puis, on fait la petite pause pique-nique, tu vois, à midi. Et puis, elle me dit: «Ah mais tu sais, moi je fais, dans le cadre de mes recherches, je travaille beaucoup sur, la communication et le management et en fait, j'ai vraiment apprécié le fait que tu donnes ces informations un peu au compte-gouttes quand elles sont nécessaires, plutôt que tout balancer d'un coup et puis que en fait, peut-être que j'en aurais oublié la moitié et tout. Intéressant. Alors moi, je l'ai fait de manière assez inconsciente Mmh. et puis en fait, pour elle, ça lui parlait dans ses process, j'imagine avec son équipe. Je sais pas, Ouais, ouais. à quoi elle faisait référence exactement parce que c'est un sujet que je maîtrise pas, mais Ouais, non, mais il y a tu as beaucoup de parallèles, là-dessus. Sur la gestion de l'effort, quand tu, emmènes un groupe, il y a aussi des différences de niveau parfois. Alors ça va être assez difficile aussi de pouvoir, jauger le niveau de forme de quelqu'un. Par exemple, tu as des personnes qui vont se surestimer ou justement se sous-estimer, tu vois, dans les sorties, et une personne qui va te dire: «Non, non, je suis pas fatigué», alors que toi tu le vois, tu vois que la personne est pâle. ouais, tu le vois, ouais. Comment tu gères ça? Parce que, mine de rien, c'est justement la sécurité du groupe qui est en jeu. Ouais. Bah, tout au long de l'année, en fait, on rencontre vraiment beaucoup de personnes, Mmh. dans plein d'activités différentes et donc au bout d'un moment, avec l'expérience, tu vois vraiment les gens, bah, ce qu'ils sont capables de faire, des fois, tu es surpris, hein. Tu te dis: «Bon, bah, lui, il avancera plus» puis au final, il retrouve de la ressource, tu vois? Ouais, OK. Donc tu essaies un peu, toi, de leur amener tes connaissances, dans le domaine du sport, de la physio un petit peu, Mmh mh. qui sont assez basiques en ce qui me concerne, pour que la journée se passe bien, quoi, au niveau alimentation, au niveau, hydratation, au niveau, bah, qu'est-ce que je mets comme vêtements et cetera. Mais oui, des fois, bah, tu es face à des gens qui vont un peu serrer le moteur et puis, bah, tu peux pas trop, tu peux plus trop les aider, quoi. Mmh. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est soit leur permettre de continuer si tu as un passage obligatoire. Donc, bah, tu as des choses techniques, hein, tu allèges leur sac, tu vas les aider, tu vas, les motiver, les encourager ou ben, après, bah, l'autre chose, c'est de redescendre. Vraiment le rôle du guide, c'est d'amener les gens sur des sommets, faire des activités, se faire plaisir. Mais en fait, l'obligation qu'on a, c'est de ramener les gens en bas Ouais. et ça passe au-dessus de tout, en fait. Mmh. Ramener les gens en sécurité chez eux et ça, en fait, c'est la règle de base qui passe au-dessus de tout donc bah, par rapport au niveau de forme des gens, oui, des fois, tu es obligé un peu, pareil, toujours de t'adapter. C'est un mot qui revient souvent, hein, l'adaptation, mais Mmh. c'est vraiment au cœur du métier et au cœur de la pratique, de l'alpinisme. Je rebondis sur ce que tu disais, ton objectif, c'est de ramener tout le monde, sain et sauf, en bas, en vallée, et on voit quand même beaucoup de documentaires, sur des morts, en fait, en haute montagne.
Le point là-dessus, c'est comment toi tu es en tant que guide, tu arrives à, enfin, à te relancer à chaque fois, parce chaque année, il y a des histoires, en fait, Oui, il y en a toujours, tu ouais. vois, il y en a Oui, toujours. il y en a une récemment là, à Chamonix, Mm, il y a un la, accident mortel récemment, oui, il y en a la mort toujours, est ouais. quand même omniprésente enfin, omniprésente, j'exagère, mais en tout cas, chaque année, il y a des choses. On pourrait se dire que, bon, ça peut arriver à tout le monde, mais est-ce que finalement, tu vois, toi, en tant que guide, quand tu analyses les situations, tu te dis que ça aurait pu être évité? Alors il y a des choses, oui, il y a des choses où tu te dis: «Bah, ça aurait pu être évité». Après, tu pas là. Hmm. Et puis moi, c'est pas forcément mon rôle de donner un jugement là-dessus. À chaque fois qu'il y a un accident, il faut savoir qu'il y a des enquêtes qui sont menées par, les secouristes, qui Ok. peuvent être la gendarmerie ou la police. Mhm. Et puis ces enquêtes, elles vont un peu déterminer les circonstances et les responsabilités. Moi, personnellement, c'est pas mon rôle, Mhm. même si, bien sûr, nous, entre collègues, on parle, mais je pense qu'il faut éviter de mettre un jugement sur ces affaires parce qu'on sait jamais, en fait, les biais qu'il peut y avoir et on sait jamais à quel biais on aurait pu être confronté, encore une fois, de dire, «Moi, ça me serait pas arrivé», bah, ça, Ouais, t'en sais rien, ouais. bah, ouais, Hmm. pour le moment, ça m'est pas arrivé, je touche du bois, mais tu sais jamais, en fait. Ouais. Et justement, quand Et tu deals avec ça, c'est la notion avec la mort, quoi, en gros. cette notion de mort, oui, bah, alors Tu fais un métier à risque, et dans ta promo, tu me disais la dernière fois, enfin, ouais, pas il y a dans eu ta plusieurs promo ou il y dans a eu certaines promos, il y j'ai a. ouais, moi, nous, on a dans notre promo de guide, donc on a perdu plusieurs amis depuis, depuis 2020 Hmm. et en effet, ben, c'est une activité à risque, en milieu spécifique. C'est une activité qui ouais, qui présente des risques qui peuvent aller de la blessure, au pire des cas, à la mort. Mais je pense que cette part de risque, elle est assez difficile à intellectualiser, comment je dirais? À théoriser, en fait. C'est le propre à chacun, j'ai envie de dire, tu vois? Hmm. Voilà, tu peux être avec des gens qui vont te dire, «Moi, bah, non, ça moi, je prendrais pas de risque, je 0 risque». Ok. Voilà, je vais te dire n'importe quoi, hein, moi, je suis pianiste, je prendrais aucun risque de me geler les doigts, tu vois? Hmm. Et puis il y a des gens qui vont te dire: «Beh, non, mais moi, me geler les doigts pour, le sommet là, je veux y aller, quoi». Ok. Et ça, en fait, c'est très difficile de juger. Après nous, on a aussi notre, libre arbitre par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai ma conception du risque. Oui. Elle est changeante, en fait, dans ma pratique perso, elle est pas la même qu'avec mes clients Oui. et même, en fonction du client avec lequel je suis, elle va pas être la même. Je sais que j'ai des personnes qui sont prêtes à prendre plus de risques que d'autres, et je sais qu'il y en a moins et donc bah, notre rôle, c'est de faire ça, quoi. C'est d'arriver à mettre le curseur au bon endroit, pour que la journée se passe bien Hmm. et que et ça peut être une très grande aventure qui va présenter beaucoup de dangers, mais ça peut être aussi une sortie, super sympa, et le matin, je sais que je rentrerai, Hmm. à la maison, que tout le monde rentrera à la maison sans me poser de questions. Ouais, Ça, la majorité du temps, c'est quand même ça, hein. ça sera plus simple, ouais. Mais parfois, Ouais. il y a des courses, donc des sorties en haute montagne où tu sais que ça peut être plus délicat et que tu as une part d'aléatoire. Ça, cette part d'aléatoire, Sur certains couloirs, notamment, ou. ouais, par rapport aux dangers objectifs, par rapport aux dangers d'avalanche, par rapport à tu vois, on parle beaucoup du Mont Blanc l'été, aux chutes de pierres, Hmm. alors que c'est une course qui techniquement, est pas la plus difficile du massif, hein. Mais pour autant, des fois, tu as une part d'aléatoire qui est importante et après, bah, je pense qu'on est chaque guide est un peu différent dans cette acceptation. Tu vois, moi, personnellement, ben, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille, Hmm. à charge, donc j'ai pas la même acceptation du risque qu'un autre guide, peut-être, qui a des enfants en bas âge ou quoi Hmm. et juste l'important, c'est d'en être conscient et puis de l'assumer et puis après en général, ça mène à des beaux projets, ouais. Ouais, de savoir où t'es prêt à mettre le curseur, en fait, Voilà, et c'est que une histoire de tu sens en accord avec ça, quoi. ouais, c'est vraiment une histoire de curseur et Toi, ça a changé depuis que tu as commencé? Depuis 5 ans, là? je pense qu'il y a une prise de conscience.
Il y a une prise de conscience, il y a des événements forcément qui te retournent un peu, mais j'ai encore beaucoup de projets et, je sais que ces projets sont peut-être un peu plus exigeants que d'autres et j'ai encore envie de les mener à bien. Ouais. Ces projets ici, tu peux en parler? C'est pas forcément des. Je pourrais pas te donner des noms comme ça, et puis de toute manière, je Oui, ça pense parlera peut-être pas à que tout le monde, ouais. ouais, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais oui, c'est des projets plutôt locaux, donc dans les Alpes, Mmh. et pourquoi pas ouverts à d'autres massifs, mais non, non, il y a tellement de choses à faire ici dans les Alpes qu'une vie suffirait pas à tout faire. Bah, avec le changement climatique, on parlait des chutes de sérac, donc de ces falaises de neige qui tombent, en fait. Avec le De changement glace. de glace, pardon. Mmh. Oui, c'est différent. Avec le changement climatique, il y en a de plus en plus, quand même. Ton métier va changer, dans les prochaines années. Tu t'y prépares? Tu réfléchis un peu à la suite? Ou alors Euh, c'est encore trop long terme pour te dire, enfin, il y a encore le temps, on y est tu vois? déjà confronté en fait. Ouais, OK. Et tu vois, pour parler avec des guides de générations précédentes, ils nous disent presque que bah, nous, on a de la chance parce qu'en fait, on commence avec ça, OK. avec un milieu qui change. Et donc, ça va être plus facile pour nous de nous adapter. Mmh. Et que pour eux qui ont connu les choses totalement différentes et qui doivent maintenant changer après plusieurs années de carrière. Intéressant. Et donc, oui, oui, on y est déjà confronté chaque été, chaque hiver. Et je pense que la formation initiale de guide met l'accent là-dessus. Moi, je suis sorti en 2021, donc je suis pas encore je suis plus très au fait de ce qui se fait, mais j'imagine qu'ils mettent bien l'accent là-dessus. Et je pense que chaque guide se pose un peu la question. Et puis en fait, ouais, je vais réutiliser ce mot d'adaptation, mais c'est vraiment un grand atout. En fait, on est formé à s'adapter. Ouais. On est formé à aller dans des terrains qu'on ne connaît pas. Et donc, en fait, même on peut imaginer qu'un terrain qu'on connaît, qui change, Mmh. entre guillemets, devient un terrain qu'on ne connaît pas. Et donc, en fait, cette adaptation perpétuelle, c'est vraiment un atout pour les guides Ouais. qui permet bah, tu vois, pour donner un exemple concret qui permet de changer la saisonnalité des pratiques. Euh, Ouais, voilà, bah, par exemple, tu disais le Mont Blanc, en été, ça voilà, devient très compliqué, quoi. le Mont Blanc, l'ascension de la voie normale du Mont Blanc, il y a quelques années, ça se faisait encore tout l'été sans problème. Maintenant, il y a des périodes dans l'été qui posent problème du fait des chutes de pierres, du fait du réchauffement, du fait que les endroits qui étaient auparavant enneigés deviennent très secs. Mmh. Et donc, ça libère des pierres qui traversent les itinéraires et qui sont très dangereuses, quoi. Tu penses que tout le monde peut faire le Mont Blanc? Là, tu me poses la question, là. Ouais. J'aurais une autre Non, question non, je derrière, pense pas que tout le liée à monde. ça. Non, non, je ne pense pas que tout le monde est capable de faire le Mont Blanc. Après, il faut me demander en termes de capacité physique, en termes de capacité morale. Non, physiquement, tout le monde ne peut pas faire le Mont Blanc. Non. OK. Non, ça reste une ascension. Voilà, c'est le plus haut sommet des Alpes, hein, presque à 5000 mètres. Mmh. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas la plus difficile techniquement, mais ça reste 2 jours de marche complet, avec de longues heures de marche en altitude, avec du matériel qu'il faut appréhender, qu'il faut connaître, Mmh. et un environnement qui est quand même stressant. Donc non, non, je fais pas partie de ceux qui disent que tout le monde peut faire le Mont Blanc, OK. même si beaucoup de gens font le Mont Blanc. Ouais, non, c'est pour ça. Après, j'encourage, si c'est une idée que les gens ont, je les encourage déjà à découvrir cette pratique et à s'entraîner, Mmh. et puis ensuite à envisager ce projet-là, ouais. Bah, c'est un peu dommage parce que peut-être que certaines personnes vont se dire, alors c'est dommage, je sais pas, je suis partagé parce que ça peut être aussi un très beau projet, un très beau challenge de se dire, «Dans ma vie, j'ai envie de faire le Mont Blanc». Mais il y a aussi ce côté, tu sais, cocher le nom du sommet, quoi. Et je vais faire le lien tout de suite avec, ce que j'avais en tête derrière, c'était, tu penses quoi d'Inoxtag? Tu suivi le projet Everest? Alors j'ai pas du tout suivi. Tu pas du tout suivi? Ouais, là j'ai vraiment pas du tout suivi. Enfin, j'ai suivi de loin, j'ai pas vu son film. Je pense qu'il a un super projet, voilà, c'est un super projet. Moi, je trouve que c'est un super projet personnel. Mmh. Après, la communication qu'il en fait autour, je sais pas si
peut dire ça, mais le business qu'il en fait autour, ça me concerne pas, ça m'intéresse pas spécialement. Et puis en fait, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant personnellement, Mmh. enfin, même de loin. Enfin, je veux dire, j'en avais jamais entendu parler. Voilà, c'est peut-être pas ma génération, je sais pas. Mmh. Et mais je pense que voilà, il a réalisé son truc. Après, il l'a fait, il s'est fait accompagner, il s'est entraîné, et ça, il a vraiment un vrai mérite par rapport à ça. Ouais. Et le reste, je sais pas si ça peut inspirer des gens, tant mieux, tu vois. Mmh. Si ça peut inspirer des jeunes à aller en montagne, c'est super. Euh, mais voilà, la vraie question qu'il faut se poser, en fait, c'est pourquoi justement on va en montagne. Et tu parles de cocher la case. Mmh. Ça peut être, voilà, hein, ça peut être la motivation de certains. Je je le jugerai pas forcément. Ouais. Moi, c'est pas forcément mes motivations d'aller en montagne, donc je me reconnais pas forcément là-dedans. J'ai du mal, et du coup, bah, j'ai du mal à donner le meilleur de moi-même pour être avec quand je suis avec ces personnes-là. Mmh. Enfin, j'ai du mal. Je le fais, mais c'est pas toujours évident, en fait. C'est très professionnel, quoi. C'est ton métier, tu Voilà, fais le je le truc, fais ouais. c'est professionnel, je joue Mmh. mon rôle. Mmh. Mais au niveau affinité, ça marche pas toujours. Et Ouais. puis, bah, tu vois, nous, on se côtoie depuis plusieurs années maintenant, et c'est un peu ça, je trouve, la chose privilégiée qu'on a dans notre métier, c'est qu'en fait, tu arrives à créer des affinités avec les gens. Mmh. Et puis, ben, de ces affinités, ressortent des projets Oui. qui qui vont faire plaisir aux gens, mais qui vont aussi faire plaisir au guide, motiver le guide. Et en fait, c'est vraiment cette question, quoi. Pourquoi qu'est-ce que tu viens chercher en montagne? Mmh. Et après, libre à chacun d'y répondre, hein. Moi, Ouais. Ouais, il y a pas de jugement de valeur. Je me demandais juste, tu vois, toi qui es non, j'ai pas connecté, spécialement envie d'en donner, non. ouais, c'est clair. Non, non, bah, tu es connecté au monde justement des guides de Chamonix et j'avais lu quelques, tu vois, articles, qui critiquaient un peu son projet parce que, justement, comme tu disais, il sortait de nulle part, et cetera. Ouais, alors, bah, comme je te dis, hein, j'ai pas Mmh. suivi. Il sort peut-être de nulle part, mais il a fait quand même plusieurs sommets pour s'entraîner. Mmh. Ouais, il a fait le Cervin, il a fait Il d'autres a choses fait le avant, j'ai vu, Cervin, Mmh. j'imagine qu'il s'est entraîné aussi physiquement. Oui. Voilà, moi, l'Everest, j'y suis jamais allé. Je sais pas si j'irai un jour, c'est pas quelque chose qui m'attire, et je pense que, tu vois, tu me demandais si tout le monde peut faire le Mont Blanc, je te dis non, et si tu me demandes si tout le monde peut faire l'Everest, je te dis non aussi, quoi. Oui. Encore plus non, quoi. Encore plus non, ouais. Et donc, il a vraiment le mérite de l'avoir fait, je veux dire. Mmh. Voilà, ça reste une performance, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais, même avec l'assistance, ça reste quand même une Je performance, pense que quoi. même avec Ouais. l'assistance, ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais. clair. Mmh. Après, je te dis ça, moi, j'ai jamais fait de l'himalayisme, donc j'ai jamais fait d'alpinisme en très haute altitude, donc je suis pas forcément la bonne personne pour te renseigner là-dessus, mais je pense que ouais, faut quand même y aller là-haut, et il faut quand même passer ses nuits sous la tente, il faut quand même, ouais. Ah, c'est clair. Et je Mentalement, tu as pense que déjà eu t'endures des des choses. pardon, excuse-moi. Mentalement, tu as déjà eu des moments, difficiles où tu t'es poussé, moi, ça a été à mon niveau, cet été, on avait fait une sortie alpi, Je m'en et tu sais, souviens, j'avais ouais. peur, de sauter dans les échelles. C'est super haut, Simon. Tu me disais: «Mais n'aie pas peur, tu es accroché à la montagne». Ce qui était vrai, hein, j'avais un mousqueton Mmh. accroché à l'échelle, donc en fait, peut rien se passer de grave. Mais bon, moi, ça me c'est enfin, la peur du vide, quoi. Mais toi, à ton niveau, est-ce que tu as aussi des moments, de peur? Comment tu les gères? Est-ce que tu te parles en même temps? Est-ce que Ouais, il y a beaucoup de moments de doute. Peur, il y en a, et je pense qu'il faut qu'il y en ait, en fait, parce que cette peur, elle te permet de prendre les bonnes décisions au bon Ah, moment, intéressant. tu vois. Et je pense que cette peur aussi, elle fait naître un peu d'audace, tu vois, aussi, de la persévérance, voilà. Et donc oui, il y a beaucoup de moments de doute, souvent avant les sorties, quand tu as des sorties techniques exigeantes, tu vas un peu douter, des fois tu dors pas bien, Mmh. tu vois. Là, tu visualises, la veille un peu la sortie, le tracé, les Je visualise pas forcément, mais je regarde beaucoup les cartes. d'accord. Les cartes, et puis on a ce qu'on appelle les topos, donc qui sont des bouquins avec les descriptions des itinéraires. OK. Et oui, je les lis, je les relis, je recoupe des informations avec d'autres. Je partage beaucoup avec les collègues aussi qui peuvent déjà avoir fait cette sortie-là, Mmh. pour essayer de trouver des informations qui pourraient m'être utiles. Je me mets un timing. Ça, c'est un aspect en montagne qui est hyper important, le temps. D'accord. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'on appelle ça une course. Parce qu'en soi, on fait la course contre personne. C'est vrai. Mais par contre, on fait quand même la course contre le temps, en fait. C'est marrant. Je me suis toujours demandé pourquoi on appelle ça une course, ouais. C'est Mmh. possiblement, ouais, c'est Il clair. y a des délais à respecter,
Et en fait, Lié aux conditions météo ouais, ou? souvent lié Ouais. aux conditions météo, souvent lié aux conditions de la montagne. Donc, par exemple, si tu vas emprunter un itinéraire enneigé, Mmh. et ben, nous, on aime bien quand on évolue avec des crampons sur la neige, que la neige, elle soit froide et gelée. Oui. Et donc en plein été, elle gèle la nuit et pendant la journée, comme il fait chaud, bah, elle dégèle. Ouais, j'ai glissé cet été, ouais. Et là, on tient moins bien avec les crampons et tu vois, tu glisses. Donc si là où tu as glissé, Mmh. il pouvait rien se passer. Mmh. Mais si tu glisses, dans un endroit exposé à la chute, Oui. là, ça peut être beaucoup plus problématique. Ouais. Donc le temps, bah, il est vraiment là et puis c'est pas l'idée de rentrer le plus vite possible à la maison, mais Mmh. c'est l'idée de garder de la sécurité. Et puis oui, il y a la météo qui change, il y a les orages qui peuvent arriver en été. Mmh. Des fois, il y a des fenêtres météo en hiver qui sont courtes, qui te permettent de passer un col, mais tu sais que bah, si tu le passes pas avant telle heure, bah, tu dois te faire prendre dans le mauvais temps, donc ça va être compliqué. Voilà, évoluer en haute montagne sur des glaciers crevassés, c'est déjà compliqué. Mmh. Sur des glaciers crevassés, en plus dans le brouillard, bah, là tu rajoutes quelque chose, quoi. Ouais. Et donc t'évites de se mettre dans ces situations-là, quoi. Ouais, ouais, c'est De clair. te mettre dans ces situations-là. Donc la veille, c'est ce que Donc ouais, tu la veille, ouais, pour revenir à ça, la veille, donc je regarde les cartes, je regarde les topos. Euh, je me fais un petit rétro-planning de ma journée, en fait. Par à telle heure je dois être là, à telle heure je fais ça. Des fois, tu le dépasses un peu et puis tu vois que tout se passe bien, mais des fois, tu le grilles et tu te dis, bon, bah là, bah, je suis plus dans les temps, faut qu'on fasse demi-tour, quoi. ça t'est déjà arrivé plusieurs fois? Ça m'est arrivé, ouais. Ah ouais, OK. Les deux, ouais. Mmh. OK. Ouais, ouais, ça arrive, hein. Ça arrive. Après, ça arrive souvent quand tu connais pas les gens et quand tu connais pas les courses. Mmh. Mais ce que je fais moi maintenant, c'est que quand je connais pas les courses, bah, je prends toujours des temps plus larges. En me disant, bah voilà, tu vois, tu dis, bah 2 heures, je dois être à tel endroit. Et puis en fait, si tu mets 1 heure, bah c'est tout gagné, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, ouais, il y a c'est un peu ça, ouais. La visualisation, un petit peu. Mais ça, c'est presque plus quand je connais les endroits. D'accord. En Parce que fait, tu es déjà j'essaie de passé? Ouais. me les remémorer et de me dire, ouais, alors là, je vais passer là. OK. J'ai un peu des images mentales qui me restent et un peu de mémoire visuelle, quoi. Ouais, excellent, OK. Mm. Mais comme quoi tout le monde, visualise un peu, tu vois? En fait, c'est une forme de préparation mentale, parce que Ouais. quand on dit préparation mentale, c'est un grand mot, tu sais, tu as l'impression que, c'est une discipline à part entière, mais en fait, on en fait tous un peu et c'est ce que tu dis, hein. Ouais, ouais, bah, ouais, j'imagine que Mmh. ouais, ouais, mais j'imagine que tout le monde en fait. Tu sais, avant, par exemple, quand j'étais à l'ENSA, à l'école de guide, j'avais pas du tout les mêmes automatismes que maintenant. Mmh. Et donc, là, par contre, je visualisais vraiment, bah, la préparation de mon sac, la pause, comment elle va se passer. Je vais déjà, bah, je suis en ski de randonnée, je vais déjà enlever mes pots de phoque, boire un coup, sortir mes crampons, mettre mes crampons, et cetera, tu vois? OK. Dans un ordre bien précis, Ouais, essayer ouais. d'avoir un ordre bien précis qui sont maintenant devenus des automatismes, donc je le visualise j'ai plus trop besoin de le visualiser, Oui, oui, oui. mais ouais, ouais, je me suis vraiment faire ça, ouais. Intéressant et tu Et j'ai avais des différences de niveau, comme ça entre les personnes dans les promos ou, ouais, c'est une question un peu, entre les stagiaires, tu veux dire? ouais, entre les stagiaires, ouais, c'est un peu bête, j'imagine Ouais, que ouais, oui, ouais, mais, ouais. il y en a bien sûr, hein. Mmh. Il y a des gars très forts dans tout, Ouais. il y a des gars très forts dans certaines disciplines. Toi, c'était escalade quand même, hein, de base? Ouais, moi Ouais. je suis plutôt un profil, grimpeur, ouais. Ouais, OK. ouais. Ouais, moi j'ai raté 2 fois l'examen de ski OK. avant de le réussir. OK. Donc je suis plutôt un profil grimpeur et oui, des différences de niveau, il y en a, ouais, ouais. Après, tout le monde a le même, comment dire? Les mêmes minima. Mmh mh. Ça, pour réussir les unités de formation, il faut avoir ces minima. OK. Il y en a qui l'ont pendant la formation et après, ben, il y a des activités parmi lesquelles, comment dire? Des activités qu'on enseigne qui veulent pas forcément poursuivre, donc ils arrêtent, ils lâchent un peu et puis il y en a qui font un peu de tout, il y en a qui, voilà, qui se spécialisent dans certaines choses. Ouais, ouais. Tiens, en escalade, puisque tu te fais aussi des sorties en perso, d'escalade, tu fais même des semaines entières, parce que l'escalade, c'est un sport très difficile quand même, enfin, je trouve, personnellement. Pareil, est-ce que tu visualises, tes voies? Comment tu progresses, en fait, dans cette discipline? Comment tu progresses en escalade? Bon, je suis pas entraîneur, Mmh mh. mais personnellement, moi, oui, bien sûr, tu visualises, ouais, ouais.
à fond, tu visualises les mouvements. En fait, l'escalade, c'est la combinaison des aptitudes physiques, Mmh. de la force, de la résistance physique et des aptitudes morales. Parce que voilà, quand on grimpe, comme on dit, en tête, donc on s'engage un petit peu au-dessus des points d'assurage, OK. plus ou moins en fonction de la voie que tu vas faire. Mmh. Il y a toujours une chute qui se passe en général très bien, mais chuter, c'est jamais, voilà, c'est un truc qui s'appréhende. Donc, Attends, tu dis qu'il y a toujours une chute, ça arrive, quasiment à chaque, montée? non, alors là, je te parle de l'escalade sportive. Ah oui, d'accord. Ouais, Mmh. ouais, ouais, je te parle de l'escalade sportive, pas forcément l'escalade en terrain d'aventure comme En on peut faire en plaisir, quoi. alpinisme. Mmh. Des fois, non, la chute est interdite, des fois, ouais. Ouais, ouais. Non, ouais, je te parlais d'escalade sportive. Oui, Ouais. oui, d'accord. Et oui, en fait, quand tu vas travailler dans ton niveau max, pour progresser, faut un peu tomber, quoi. Je connais pas beaucoup de grimpeurs qui sont très forts et qui sont jamais tombés. Mmh. Mais la chute, elle est assurée par une corde et par ton partenaire d'assurage. Donc, en fait, il se passe rien. Mais ça reste des fois impressionnant. Ouais. Et donc, en fait, on dit d'ailleurs, on travaille une voie, quoi. Quand tu es vraiment dans ton niveau max, tu travailles spécifiquement une voie. Donc, tu vas travailler, tu vas t'entraîner physiquement pour cette voie. Tu vas répéter les mouvements, tu vas un peu les visualiser, savoir que voilà, à tel endroit, je peux prendre un repos. OK. À tel endroit, faut que j'aille assez vite. Telle prise, je vais la prendre comme ça, etc., etc. Ouais, ça, tu le visualises quand même, à fond, Ouais, ouais. hyper intéressant. Je pense que c'est ce qui se fait beaucoup. D'ailleurs, tu les vois, hein, les mecs, quand tu regardes des compétitions d'escalade, euh, les compétiteurs, ils sont au pied de la voie, ils regardent un peu, tu vois. Mmh. Après, ils vont en isolement, puis après, ils font leur voie. OK. Ouais, donc ils ont déjà le chemin en tête. Tu as un binôme, avec qui tu fais, toujours où tu sors souvent faire des voies, Ouais, du ski? j'ai des amis Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est avec des personnes avec qui tu sais que ça se passera bien, Ouais. même sur l'entente, quoi. C'est Ouais, important. ouais, ouais, c'est hyper important. Mmh. Il y a des gens avec qui je me lancerai pas dans certains projets, OK. et il y a des gens avec qui je me projette dans certains projets, ouais, ouais. Mmh. C'est intéressant. Ouais, après, je vais pas uniquement toujours avec les mêmes personnes, mais ouais, il y a certains projets que j'envisage pas avec certaines personnes, ouais. OK. Parce Mais que tu vois, aussi bien, quand tu crées une entreprise, c'est la même chose, en fait. Ça peut très bien se passer en bas, mais par contre, quand tu ouais, commences à, tu vois? ouais, oui, Mmh. après, Mmh. c'est spécifique, hein, donc ouais, en Ouais. effet, hein. Mais c'est beaucoup une histoire de confiance, et puis faut être sur la même longueur d'onde, quoi. Ouais. Tu vois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'acceptation du risque, faut être sur la même longueur d'onde, Mmh. et ouais, ouais. Mmh. Ouais, et qu'en fait, en cours d'aventure, il y ait pas de pétage de câble, parce qu'on s'est mis Ouais, d'accord avant de ce qu'on fait, en fait. ouais, et Donc, puis il faut connaître l'autre, ouais, ouais, mmh. ouais, si tu parles de l'entreprise, c'est un peu comme ton associé, quoi, donc Exactement, ouais. ouais, Mmh. c'est mieux de connaître l'autre, c'est mieux de savoir, quand tu vas rencontrer telle situation, comment ça va se passer. Ouais. Voilà, c'est aussi de se dire, ben, si moi j'ai une défaillance, l'autre va pouvoir un peu compenser, tu vois? Mmh. Et inversement. Ça, c'est important, ouais. Ouais, ouais, carrément. Toi, il y a des projets qui vont, qui te font rêver, là, enfin, que tu as vraiment envie de faire, bon, tu as fait la Norvège, là, récemment, donc c'est génial. Ouais, alors Il y a ça, d'autres c'était, projets qui te font rêver? d'autres projets qui me font rêver. Pas Ouais, forcément à l'autre bout du monde, hein, ça peut il y être, en a beaucoup, hein, il y en a ouais. beaucoup, qui sont pas forcément à l'autre bout du monde. Mmh. Heu, en perso ou en pro? En perso. En perso, oui, il y en a, déjà, de me dégager du temps pour pouvoir, Ouais, en réaliser mes faire. projets, Ouais, c'est un projet. c'est déjà pas mal. Ouais. Heu non, j'en ai, ouais, il y a plein de voies, d'escalade. Alors ce qui est bien, c'est que j'en ai l'hiver et j'en ai l'été. Oui. Donc je suis pas en manque de projets. Hem, mais ouais, se dégager du temps. Ce qui est difficile quand tu gardes une activité amateur et que tu fais le métier de guide, c'est que, voilà, faut gagner ta vie. Mmh. C'est clair. T'es pas toujours avec des gens qui te permettent de pousser l'activité, à un niveau dans lequel tu vas t'entraîner ou t'entretenir. Ouais. Oui, tu es souvent en zone, plus que Des de fois, tu es un confort, petit hein. peu en sous-régime, tu Ouais, vois? ouais, ouais, mais largement, je pense. Mmh. Et donc, faut garder la motivation à côté, l'énergie, parce Mmh. que même si tu es en sous-régime, quand tu enchaînes les journées, tu fatigues quand même.
On a un boulot qui est, même s'il se fait toute l'année, enfin la majeure partie de l'année, qui est quand même assez sujet aux saisons parce qu'en fait on travaille dans le tourisme, donc on est dépendant de la fréquentation C'est clair. et donc c'est souvent concentré. Et donc dans ces périodes-là, ça peut amener plus de fatigue. La fatigue, c'est compliqué pour s'entraîner. Et puis aussi se dire que des fois, la bonne période pour aller faire la belle course que tu as envie de faire en montagne avec ton pote, Faut c'est aussi travailler. la période où tes clients ils t'appellent. Ouais. Et puis voilà. Il faut travailler, quoi. Et c'est aussi, c'est aussi la période où tu as ta vie perso et il Ouais. faut être des fois aussi un peu à la maison, tu vois. Donc c'est pas forcément. Faut bien faire le grand écart des fois, ouais. On arrive au bout de l'épisode, Simon. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter sur les valeurs de la montagne, sur ton métier, sur même des personnes qui ne connaissent pas du tout ce milieu-là, si tu as envie de leur partager quelque chose? Sur les valeurs, je pense que sur mon métier, j'en ai déjà dit beaucoup. Oui. Sur les valeurs de la montagne, il y en a, pareil, hein, il y en a beaucoup. Mais, Plutôt les tiennes, alors. Mais je pense que la plus importante, c'est un peu cette idée de solidarité dans l'épreuve, tu vois. En montagne, on vit des belles choses, on les vit des fois à travers des épreuves. Et puis en fait, ce lien de cordée qu'on a, tu vois, c'est vraiment une preuve de solidarité, d'entraide, qui est, je pense, hyper importante et qui, à mon sens, qui n'est pas toujours assez bien valorisée dans d'autres aspects de la société. Et donc, ça, je pense, c'est une des plus importantes. Ouais, et puis complètement après, il y d'accord a le avec toi, plaisir. ouais. Parce que, on prend des risques, des fois, pas tout le temps. Mais le but, en fait, c'est de se faire plaisir, quoi. C'est clair. Voilà. En dehors de la performance pure, il y a déjà le plaisir. Ouais, alors si la performance, c'est le moyen de te faire plaisir, bien sûr. Mais voilà, il peut être de plein de manières, le plaisir. Il peut être la beauté du lever de soleil, il peut être le plaisir d'être là en bonne compagnie, d'échanger avec les gens, parce que voilà, c'est un truc qu'on pratique, qui peut se pratiquer seul, mais qui en général se pratique avec d'autres gens. Et puis voilà, le plaisir de voir des beaux paysages, les émotions que ça t'amène, etc. Ouais. Carrément. Si on veut partir avec toi en montagne, on te contacte comment? Via Instagram? Via Instagram. Après, je promets pas de répondre rapidement via Instagram. Mail? Mais un mail, ouais. On mettra tout ça Tu pourras mettre mon mail si tu veux dans la description de l'épisode. dans la description de l'épisode. Ouais. Merci Simon d'avoir partagé tout ça. Merci à toi, Kevin. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.